Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Et ce soir, je suis avec Manon Quinty et Rim Trabelsi, qui sont nos invités du jour, pour un nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Donc pour rappel, ce talk show a vu le jour suite à la sortie du guide de la mode éco-responsable, coécrit avec Alice Lehoux et publié par Mango Édition. Et donc aujourd'hui, pour vous rappeler, le but de ce talk show, c'est véritablement de créer un lien entre les professionnels de l'industrie de la mode et du textile et le grand public pour qu'ensemble, nous puissions co-créer l'industrie de la mode de demain et la rendre plus vertueuse. Alors surtout, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du talk show, on répondra plutôt à la fin. Mais s'il y a des questions en cours de route qui peuvent être pertinentes sur le sujet qu'on aborde, on ne manquera pas d'y répondre. Alors tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, notre thème du jour, qui est comment s'informer au quotidien. Alors peut-être comme vous, comme moi, vous avez certainement aussi des difficultés à vous y retrouver dans toute l'offre qu'on peut trouver au niveau de la mode, que ce soit mode éco-responsable, toutes les marques qui existent sur leurs engagements. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de réunir deux personnes qui ont créé des outils pratiques pour vous aider au quotidien, justement, à vous informer, à vous accompagner dans vos achats de mode, en fait. Et donc, aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils, des blogs, des plateformes, même une application dont on va vous parler aujourd'hui. Et justement, on a Manon Quinty et Rim Trabelsi qui vont nous présenter ce qu'elles ont créé, les outils qu'elles ont créés pour vous aider au quotidien. Alors, pour vous présenter rapidement nos deux invités, donc Rim Trabelsi, cofondatrice de Clear Fashion. Donc, il s'agit d'une nouvelle application mobile qu'elle a lancée avec Marguerite Dorangeon depuis septembre 2019. Alors, on peut dire que c'est un peu le nouveau, le Yuka de la mode, qui vous apporte vraiment des informations relatives aux engagements des marques, alors qu'elles soient éco-responsables ou pas, justement. Elle va vous en dire plus tout à l'heure. Et ça permet d'analyser véritablement l'impact des vêtements en fonction de différentes thématiques. La mission de Clear Fashion, c'est vraiment d'apporter plus de transparence dans le secteur de la mode pour permettre des achats citoyens consciencieux et valoriser aussi les actions RSE de ces marques. En ce qui concerne Manon Quinty, du coup, elle est anciennement journaliste et elle est aujourd'hui responsable du développement durable dans les entreprises. Elle a lancé son blog Happy New Green en 2015 et vraiment l'objectif de ce blog, c'était de vous aider en fait à trier les marques éco-responsables et les autres. Et vraiment, elle a aussi créé un annuaire qui a pour vocation justement de vous donner une liste de marques qu'elle a étudiées. Elle a fait de l'investigation, elle a contacté ces marques, elle s'est renseignée un maximum pour vous permettre de vous faciliter la vie au quotidien quand vous voulez faire vos choix de vêtements. Et d'ailleurs, j'ai même moi-même pu faire l'expérience de son travail, puisqu'un jour, je cherchais des sous-vêtements. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir le blog de Manon et voir les différentes marques qu'elle propose. Et j'ai pu trouver la marque qui me convenait en fonction du prix, du style et des engagements de la marque. Donc, c'est vraiment un super travail qu'elle a fait, riche, et que je vous invite à découvrir dès que vous pourrez à la fin de ce talk show, happynewgreen.com, si je ne me trompe pas, voilà. Et bien évidemment, avec l'application, ça sera plutôt carrément en magasin. Et donc, on va tout de suite en découvrir davantage. Alors, je vous propose de nous présenter vos initiatives plus en détail et de nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de créer justement ces outils. Manon, est-ce que tu peux commencer ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà, Natacha, ravie que le blog t'ait servi. Ravie pour le livre. Voilà, c'est un peu le livre que j'aurais aimé écrire, donc je suis super contente de l'invitation et super contente de voir qu'enfin, en librairie, voilà, on a un livre super complet, factuel, comme j'aime, très détaillé, mais en même temps très agréable à lire. Donc voilà, bravo pour ce livre. Je sais le travail que ça, j'imagine le travail que ça représente, donc c'est vraiment super, je pense, pour nous toutes qui sommes dans ce milieu, d'avoir, voilà, pour le grand public, un livre aussi intéressant. Moi, en fait, pourquoi j'ai créé le blog en 2015, en fait, j'ai commencé, même en 2014, à me renseigner sur... voilà, j'avais envie de consommer différemment, j'étais déjà très sensibilisée à tout ce qui est bio, au niveau de la nourriture, mais sur les cosmétiques, sur les vêtements, pas du tout. Vraiment, j'achetais ma crème Nivea au supermarché, je ne me posais absolument aucune question. D'ailleurs, voilà, ça m'interpelle aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est quand même fou. Donc, j'ai lu des livres, j'ai notamment lu un livre sur la consommation responsable, qui disait un truc tout bête, c'est que consommer ne rend pas heureux.
Bon, bah, on le sait toutes, tous finalement, mais je ne sais pas, écrit comme ça, détaillé, expliqué, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit, mais pourquoi je continue à fermer les yeux sur tout ça? Et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches vraiment sur la mode. Voilà, ça s'est focalisé là-dessus parce que j'étais très peu sensibilisée. Et j'ai découvert le monde merveilleux des marques éco-responsables. J'ai découvert qu'il y en avait plein, qu'elles étaient très jolies, contrairement à l'image qu'on pouvait en avoir. Et j'ai tout simplement eu envie de partager mes recherches parce que ça prend du temps. Enfin, voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça prend énormément de temps. J'avais du temps à ce moment-là à y consacrer et j'étais complètement passionnée. J'allais à énormément de conférences. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, je pense que ce qui m'a le plus interpellée, pourquoi j'ai créé ce blog, c'est que j'ai vu ce décalage entre l'image très glamour de la mode et finalement ce qu'il y avait derrière. Et je me suis dit, mais à l'époque, c'était encore bon, connu, mais peu connu. Voilà, il y a 5-6 ans. On en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et cette injustice était telle que ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. Voilà, un peu, tu l'as dit, j'étais journaliste. Et voilà, j'ai eu envie de partager tout ce que j'avais appris. Donc, ce blog, je l'ai depuis 5 ans. Je l'ai construit comme un guide, voilà, un guide pratique. Comment avoir une garde-robe responsable. C'est du factuel, voilà, c'est vraiment, si vous voulez consommer différemment en termes de mode, comment faire. Donc, voilà, avec cet annuaire, avec ces différents articles guides. Et puis, je voulais aussi montrer qu'il y avait un choix assez important finalement de créateur éthique et qui était à la fois tendance et responsable. Donc ça a été aussi une des idées que j'avais envie de mettre en avant. Voilà, donc finalement, on avait à l'époque beaucoup d'informations sur la nourriture, sur les cosmétiques aussi, beaucoup, mais sur la mode, il y avait encore assez peu de blogs. Je pense au super blog de Voix Off, voilà, qui est un peu précurseur. Et voilà, d'ailleurs, il m'a beaucoup inspirée, mais on était assez peu nombreuses finalement. Il y avait assez peu de blogs. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Voilà ce que je peux dire. Ok, bah super, merci Manon en tout cas d'avoir lancé cet outil qui est vraiment, on peut dire, intemporel et pratique au quotidien. Du coup, qu'on peut justement, c'est pour ça qu'on vous présente aussi, parce que le guide, on n'a pas vraiment voulu mettre une liste de marques, parce qu'en fait, il y en a tellement que c'est à l'infini. Donc, on s'est dit, on préférait référencer des initiatives qui existent et qui référencent plein d'autres marques. Comme ça, au quotidien, chacun peut aller voir. Et puis, ça ne s'arrête jamais, en fait, puisque tu en trouves tous les jours des nouvelles potentiellement. Donc voilà, c'est une extension du guide aussi ce que tu fais. Donc merci beaucoup. Et du coup, Rim, si tu peux nous présenter Clear Fashion et nous dire pourquoi tu l'as lancé avec Marguerite, du coup. Merci beaucoup, Natacha, également pour cette invitation. Merci de nous avoir mis également dans ce super livre que je vous invite à lire également. Alors, donc moi, je m'appelle Rim et je suis la cofondatrice de Clear Fashion. Clear Fashion, c'est une application mobile qui est disponible sur les stores, donc sur App Store et sur Google Android, pour vous aider en tant que consommateur à vous informer avant d'acheter et donc pouvoir faire des choix éco-responsables. Donc, comment est-ce qu'on a eu cette idée avec Marguerite, mon associée? En fait, tout simplement, on était étudiante. C'était il y a près de 3 ans. On était ingénieur agronome. Donc, nous, on est, on va dire, formés à l'analyse environnementale des filières agroalimentaires, c'est-à-dire notre formation nous permet de comprendre comment est-ce qu'on produit de la nourriture, en fait, quel est l'impact environnemental de la nourriture, l'impact sur les agriculteurs, l'impact social, etc. Et en fait, de par notre formation, on était on faisait attention à ce qu'on achetait pour manger. Donc, un peu comme Manon, tu le disais, pas forcément, on valorisait plus le bio, les produits locaux, on essayait d'acheter plutôt auprès des producteurs, en court-circuit, on s'intéresse aux origines. Et un jour, on a eu un déclic, en fait, tout simplement, puisqu'on s'est dit, en fait, c'est une évidence maintenant pour nous que pour essayer d'aider des agriculteurs, pour avoir moins d'impact, on puisse acheter bio, court-circuit, etc. Mais dans la mode, on ne sait rien du tout. Comment faire pour savoir, ne serait-ce que où est-ce qu'a été produit le coton, comment on peut savoir où est-ce qu'a été confectionné le vêtement qu'on va acheter,
on sait qu'il y a eu des problèmes dans le secteur de la mode, comme on a tous entendu parler de grands scandales comme le Rana Plaza, on a tous entendu parler de l'étiquette dans laquelle il y avait écrit Help me sur un t-shirt. Donc, on avait tous entendu parler de ça, mais en fait, comment on fait pour mieux acheter au quotidien? Donc, nous, comme on était très convaincus par le fait qu'en tant que consommateur, l'un de nos pouvoirs, on va dire, pour faire changer les choses, c'est de s'informer et du coup de choisir des produits qui sont plus respectueux pour les soutenir et peut-être arrêter d'acheter certains qui ne sont pas responsables. On s'est dit qu'il fallait trouver et développer un moyen en fait, qui puisse informer les gens. Malheureusement, en fait, ce qu'il faut savoir dans le secteur de la mode, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'informations obligatoires. Par exemple, l'État n'oblige pas du tout à ce qu'il y ait des informations sur la chaîne de production. On ne peut pas savoir, on sait que le made in, et encore ça, c'est quelque chose qui est facultatif. Donc, c'est même pas obligatoire. Seule chose qui est obligatoire, en fait, c'est la composition et ça ne nous aide en rien, en fait. Donc on s'est dit finalement, on ne va pas attendre à ce que ce soit l'État qui le fasse. Les entreprises n'auront jamais vraiment intérêt à le faire d'elles-mêmes et du coup, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Donc, on a commencé à construire une solution. On a créé une communauté de consommateurs en 2018 avec nous pour construire cette solution. Donc, on leur a demandé quels étaient les critères qui étaient importants pour eux pour mieux choisir, mieux consommer. Il y avait eu ce qui était assez passionnant parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des gens qui étaient très intéressés par les sujets d'environnement, donc l'impact environnemental, d'autres par les conditions de travail, donc forcément tout ce qui touche au travail forcé, l'esclavagisme moderne, les inégalités salariales, etc. Et il y a eu aussi le sujet du bien-être animal et les questions de santé, pour notamment quand on achète des vêtements pour des enfants ou quand on est en maternité. Donc à partir de tout ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a allé rencontrer des experts pour développer cette solution et ça nous a pris 2 ans et on a lancé l'app en septembre dernier. Super. Du coup, vous avez vraiment été dans cette idée de co-création avec les consommateurs, du coup, les rendre acteurs. Et donc, c'est exactement la vocation de ce talk show. Donc, c'est parfait. Vous avez déjà, depuis 2018, été dans cette démarche. Et du coup, au moins, vous savez vraiment ce dont a besoin le consommateur et de le guider, en fait, au quotidien. Donc, c'est un super projet, en tout cas. Merci aussi, en tout cas, à vous de l'avoir créé. C'est top. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, vos initiatives ont l'air de se compléter. Donc, ce serait intéressant que vous nous expliquiez plus précisément comment ça fonctionne. Donc, par exemple, RIM, quel est le fonctionnement de l'application? Quelles sont les informations que vous communiquez sur les marques? Et quel type de marque vous référencez sur l'application? Ouais. Alors, l'application aujourd'hui, donc, elle est sortie en septembre 2019, donc ça fait moins d'1 an, c'est très jeune. Donc, il y a encore plein de choses à développer, mais en tout cas, pour le moment, il y a 4 fonctionnalités. C'est une application qui permet déjà de s'informer avant d'acheter. Donc, la chose la plus simple et ce que font la plupart des utilisateurs, c'est qu'en fait, ils vont se poser une question sur une marque. Par exemple, est-ce que Cézanne est co-responsable? Est-ce que Sandro est co-responsable? Est-ce que H&M est co-responsable? Est-ce que la marque que je viens de découvrir est co-responsable? Et là, il suffit tout simplement de taper le nom de la marque et en fait, on obtient une analyse qui a été faite sur l'impact de ces marques-là. Donc, c'est 4 thématiques. Donc, il y a l'environnement, les conditions de travail, les animaux et la santé. Et on note sur 100 chacune des thématiques. Alors, je vais montrer justement la photo. Vous voyez l'image, c'est bon? Ouais. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, on voit là, ici, c'est une analyse de Cézanne. Donc, on a Cézanne à 74 sur 100 en environnement. Donc, c'est très bien noté. En humain, ils sont plutôt moyens, ils ont 55 sur 100. En santé, 74 sur 100. En animaux, ils sont plutôt moins bons, ils sont à 40 sur 100. D'ailleurs, depuis 2 mois, on a une nouvelle fonctionnalité qui permet même de connaître les lieux de production. Donc là, en cliquant justement sur les lieux de production, on peut savoir où sont produits les vêtements. Donc, en fait, on va remonter toute la filière. Donc, la confection, la fabrication du fil, etc. Et ça dépend un peu de la connaissance des marques. Donc, si les marques ont beaucoup de connaissances, ils peuvent nous donner ces informations et nous, on peut les apporter aux consommateurs. Et certaines marques ne nous communiquent pas du tout ces informations puisque des fois, elles les ont même pas elles-mêmes ou juste, c'est pas hyper valorisant pour elles probablement. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Et donc, aujourd'hui, on a
plus de 150 marques qui ont été référencées. Une marque comme Cézanne, justement, a participé. Donc, ça veut dire qu'elle a, en plus de ça, apporté plus d'éléments aux consommateurs via notre application. Mais il y a aussi des marques qui n'ont pas participé. Donc, nous, en fait, on est allé récolter des informations sur elles. On essaie de les convaincre à ce qu'elles soient plus transparentes. Et d'ailleurs, il y a même des ambassadeurs de Clear Fashion qui nous aident à faire ça, mais dont on pourra reparler par la suite. Une autre fonctionnalité, c'est le top marque qui est ici. Ça, c'est depuis Noël. En fait, vraiment, nous, on est très à l'écoute de la demande des utilisateurs. Donc, on développe en fonction des retours qu'on a. Et on avait eu pas mal de retours des utilisateurs qui nous disaient moi, j'aimerais bien savoir, je cherche un jean. Est-ce que vous pourriez me conseiller une marque qui soit bien notée et qui fait des jeans? Je cherche un maillot de bain. Ça, c'est la demande du moment. Donc, on a créé ce top marque et là, il suffit de cliquer pareil sur une catégorie de produits ou pas du tout. D'ailleurs, on peut mettre toute catégorie et on obtient la liste des marques qui sont bien notées sur Clear Fashion. Aujourd'hui, il y en a près d'une cinquantaine, donc ça permet vraiment à des utilisateurs de découvrir des marques qui sont éco-responsables, qui jouent le jeu de la transparence. Et on va dire que Clear Fashion est très, très exigeant sur ce qu'on demande. Donc, celles qui sont bien notées, c'est qu'elles sont vraiment assez engagées, qu'elles sont très engagées. Voilà. Pour information, on a d'autres fonctionnalités. Donc, on permet aussi d'évaluer les vêtements. Donc, par exemple, je suis dans un magasin et j'hésite entre deux jeans. Là, on peut dire lequel est le plus éco-responsable. Il suffit de prendre en photo pour le moment l'étiquette de composition et on analyse ça. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui est pour nous qui est vraiment hyper alignée avec notre mission, c'est-à-dire donner le pouvoir aux consommateurs. C'est qu'on permet aussi aux utilisateurs de nous aider à demander plus de transparence aux marques. Donc, pour les marques qui ne sont pas encore évaluées, en fait, c'est assez simple. C'est de cliquer, de taper le nom de la marque et nous, en fait, on va vous dire demander de la transparence aux marques. Vous pouvez savoir le nombre de demandes. Et nous, c'est ce nombre-là. Donc, par exemple, s'il y a 400 demandes pour que Vans soit référencé, nous, on va communiquer cette information à Vans pour les convaincre à participer en leur disant, voilà, ça, c'est vos clients qui demandent de la transparence. C'est important que vous participiez. Et donc, en moyenne, on a une marque sur deux qui nous répond quand même. Donc, ça marche vraiment. Donc, ça montre bien que les consommateurs ont un vrai pouvoir pour à la fois demander de la transparence et en même temps faire changer les pratiques des marques. Super, c'est une super nouvelle en tout cas pour nous, consommateurs. Du coup, trop bien. Merci en tout cas de nous avoir présenté plus de précisions sur l'application. Et du coup, Manon, est-ce que toi, tu peux nous dire justement comment fonctionne ton blog, qu'est-ce que tu répertories comme information, quel type de marque tu références? Oui. Alors, super initiative. Moi, j'utilise aussi l'application et je trouve ça super pratique d'avoir ça dans sa poche. Donc moi aussi, j'ai un annuaire, mais de manière beaucoup plus artisanale. C'est-à-dire que, en fait, je répertorie des marques, mais des marques éco-responsables. J'ai vraiment ce filtre-là. Effectivement, j'ai cette rubrique annuaire par thématique. Donc, ça va être, par exemple, maillot, voilà, t'en parlais, maillot de bain, les vêtements pour hommes, les vêtements, je suis en train d'essayer de travailler sur des vêtements sur un annuaire enfant, mais voilà, les hommes, je les ai intégrés parce que j'avais pas mal de demandes. Également, tout ce qui est chaussures, sacs, etc. Voilà, on voit à l'écran. Donc j'ai cette il faut cliquer en fait sur une des rubriques. Exactement. Sous-vêtements aussi, c'est quelque chose qui est assez les sous-vêtements intéressent énormément parce qu'il y a la dimension santé aussi importante. Voilà. Donc là, sur cette rubrique, tu as de la chance. On a ces petits onglets, donc j'ai pris le temps de trier ça par engagement, on va dire, fabrication éthique, made in France, slow fashion, donc mode plutôt raisonné avec peu de production. Donc ça permet aussi d'avoir ces critères-là mis en avant. Je ne l'ai pas fait sur tous les typologies de produits. Et puis j'ai aussi une lingerie, etc. Et donc on peut ensuite cliquer sur les marques qui sont j'ai mis les liens exactement. Et puis
Voilà, donc c'est assez pratique parce que ça permet, quand on cherche à utiliser quelque chose de précis, d'avoir aussi toutes ces marques, euh, toutes ces marques en fait répertoriées. Voilà, donc Bad Range, un bon exemple. Donc c'est vrai que le côté la lingerie, moi la lingerie c'est l'article le plus lu de mon blog, avec les matières il me semble. Ça intéresse énormément. Voilà, c'est comme je disais, il y a les dimensions santé, on a envie de ne pas mettre n'importe quoi sur son corps. Tu as aussi la rubrique donc des articles plutôt de fond avec un guide des matières, également je sais pas. Ouais, c'est là. Ouais, exactement. En fait, ça, c'est un des articles aussi les plus lus. J'ai fait un petit guide des matières parce que ça a énormément d'impact. On parle beaucoup du transport, voilà, au niveau environnemental, mais les matières sont extrêmement importantes, que ce soit pour notre santé, mais aussi pour la santé des personnes qui les filent, qui les tissent. Donc voilà, il y a une distinction aussi entre matière artificielle, matière voilà, qui est assez complexe. On pense par exemple que les fibres chimiques, c'est pas du tout bon, alors que voilà, par exemple, le lyocell est complètement écologique s'il est c'est le lyocell Lansing, disons, certifié. Par rapport à du coton qui va être une matière végétale mais qui est extrêmement polluante, notamment par le fait qu'elle est très très gourmande en eau, il y a énormément de pesticides évidemment. Donc ça permet aussi de casser un peu les idées reçues sur ce type d'article, de mettre les choses de manière là aussi factuelle, et puis de donner des conseils sur les matières à privilégier finalement, voilà, le lin, le lyocell, le chanvre, le coton bio, la laine non traitée, le polyester recyclé, et puis les matières vraiment à éviter. Le polyester vierge, voilà, à éviter surtout la polyamide, l'acrylique, etc. Donc ça, c'est des conseils assez pratiques. Vous avez aussi une rubrique sur les labels. Donc là aussi, c'est du factuel. Et puis, peut-être sur la rubrique guide sur le dernier article que j'ai pu écrire aussi sur l'impact environnemental des vêtements. Donc là, c'est beaucoup de recherche aussi, voilà, exactement. Comment réduire son impact environnemental. J'aime beaucoup faire ce type d'article. Bon, c'est très long à faire, mais ça permet d'avoir une idée globale, finalement, avec déjà une connaissance permettre la connaissance en fait des étapes, par exemple des étapes du cycle de vie d'un produit. Ce qui est très intéressant ensuite pour mieux comprendre les conseils qu'on donne. Donc ça, c'est vraiment la base aussi. J'essaie de travailler comme ça, voilà, avec finalement ce type d'article un peu fouillé. Donc ensuite, qui sont appuyés par des conseils pour finalement limiter son impact environnemental. Donc j'essaie de faire les deux, voilà, montrer finalement les impacts sociaux environnementaux et ensuite avoir la version pratique finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien, hein, on y revient vraiment au thème d'aujourd'hui, au quotidien pour essayer d'améliorer votre impact carbone par rapport à vos vêtements. Voilà, donc on voit ce type de conseils, choisir des matières écologiques, toujours très important. Et puis voilà, la location, tous les nouvelles manières de consommer, et tout ce qui est usage également. Des choses qu'on retrouve dans le guide, du coup, qui se recoupent en fait. Voilà, donc c'est double information. On a besoin de l'entendre plusieurs fois, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, ça permet aussi de parfois remettre les choses clairement, parce qu'on se fait parfois des idées aussi. Par exemple, sur le polyester, le coton, l'impact, on ne sait pas trop. Je parle du coton classique, pas du coton bio. Est-ce que vraiment le coton bio a un meilleur moindre impact environnemental par rapport au polyester? Enfin, il y a plein de choses assez complexes en fait. Et là, il faut prendre un peu le temps, il faut faire un peu de recherche pour s'y retrouver. Donc moi, j'aime beaucoup ces articles, rédiger ces articles. Et puis ensuite, voilà, je pense que j'ai une rubrique aussi look, plus
plus imagé, on va dire, avec des photos de vêtements voilà, que je porte. Voilà, et par exemple, cette petite robe à pois signée Attise, donc une marque responsable. Donc là aussi, c'est pour montrer qu'il y a des marques éthiques et tendances. Voire aussi, moi j'aime beaucoup le côté intemporel. Donc, pour éviter aussi de surconsommer, d'être dans la mode pure, la mode au sens tendance. Donc, ça, c'est important aussi pour moi de montrer que finalement, voilà, il y a encore des gens qui ont ce genre de clichés. Donc, de le montrer en photo, c'est sympa aussi. Tout à fait. C'est le visuel aussi. Et puis, ça donne envie de voir des jolies choses. Ouais. Les gens ont envie de consommer. Et il y avait une partie que tu nous as pas encore dit, je crois, comment choisir les marques. Oui, alors finalement, ouais, sur la. Exactement, merci de me le rappeler. En plus, c'est une grosse partie. J'ai une rubrique qui s'appelle Choisir. Voilà, choisir son maillot de bain, choisir ses t-shirts basiques, choisir ses pulls. Et en fait, je répertorie j'essaie de faire ça de manière exhaustive. Bon, c'est toujours compliqué, mais vraiment de prendre tout ce que je trouve et l'analyser la fabrication, les matières, et à chaque fois, là aussi, de vérifier toutes ces informations. Ça permet d'avoir l'info en une fois selon le type de produit qu'on cherche. Donc, ça complète l'annuaire. Voilà, l'annuaire qui n'a pas, voilà, comme l'application, qui n'a pas de détails, en fait, forcément, c'est des liens. Donc là, ça permet d'avoir un focus sur un type de produit. Ouais, du coup, tu as synthétisé et ça permet d'aller assez vite. Et tu en as même où tu mets les gammes de prix. Exactement. Pour les t-shirts, j'ai vu que tu avais mis, mis des gammes de prix. Donc, ça permet rapidement de se dire « Ah, ça, c'est dans mon budget ou pas ». Exactement. Ça, c'est assez pratique parce que souvent, la mode éco-responsable coûte plus cher que la fast fashion, la mode classique. Donc, c'est bien aussi en fonction de son budget de s'y retrouver. Parce que voilà, si je mets en avant le t-shirt qui vaut 90 €, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Voilà, il faut vraiment s'adapter aussi à chacun. Ok, super, trop bien. Merci d'avoir fait toutes ces recherches en tout cas, parce que je pense que ça va aider pas mal d'entre nous. Et du coup, Rim, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce que fait Manon et ce que toi tu fais? Comment tu penses que ça se complète? C'est vrai que je trouve que c'est déjà, premièrement, moi j'adore ce que tu fais, Manon. Je connaissais très bien le blog forcément avant de créer Claire Fashion. C'est vrai que nous ce qu'on voit, c'est que c'est hyper complémentaire. Premièrement, parce que déjà, Claire Fashion, c'est vraiment nous, notre rôle, c'est de créer une méthodologie qui soit objective, qui soit très poussée. On analyse près de 150 indicateurs. On est une sorte de plateforme en fait qui permet de remonter les besoins des consommateurs et de pousser les marques à communiquer. Et pour donner quoi? De l'information simplifiée, pré-mâchée, alors que toutes ces informations-là, elles sont techniques normalement. On parle d'audit, de contrôle, des choses très complexes. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on ne parle pas vraiment de style, on ne parle pas de look, etc. Nous, on est des ingénieurs en fait dans notre entreprise, donc on parle pas de look, et ça, on pense que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais, Manon, il y a plein de personnes qui ont encore des a priori et qui se disent la mode éco-responsable, c'est pas forcément joli, c'est peut-être, voilà, on a plein d'a priori, et ça, tu casses ces a priori là. Après, je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on est complémentaires aussi dans le sens où on ne parle pas forcément aux mêmes personnes. C'est-à-dire que nous, je pense qu'on s'adresse à des personnes qui achètent dans des centres commerciaux, qui achètent dans des rues commerçantes, qui connaissent Cézanne, qui adorent Cézanne et qui veulent savoir déjà où en est Cézanne sur ces sujets-là, qui veulent savoir où est-ce que produit Cézanne, qui aiment peut-être une marque, je ne sais pas, Lacoste, et qui veulent savoir. Donc nous, en fait, on va analyser les marques qui sont demandées par nos utilisateurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce focus où on se dit on va mettre en valeur surtout les marques responsables. Forcément, on le fait puisqu'en fait, on va les noter et donc on va les mettre en valeur au travers de nos tops. Mais la base de Claire Fashion, c'était déjà de donner des informations sur les vêtements
que tout le monde achète, quoi, en fait. Que ceux qui sont vraiment présents un peu partout. Et ça permet de dire, ça permet en fait d'avoir des infos, donc de dire, bon, bah, maintenant je comprends pourquoi peut-être il faut éviter certaines marques, parce que je sais en fait ce que ça veut dire. Je sais, on comprend pas trop quand on dit c'est de la fast fashion, en fait ça veut dire quoi, on sait pas. Mais quand on a vu l'analyse et qu'on comprend en fait qu'il y a aucune pratique éco-responsable, que l'impact carbone est énorme par rapport à d'autres, là on se dit bah en fait on va éviter de soutenir ce genre de marque, on va plutôt aller vers des marques éco-responsables. Donc et on en parlait un petit peu avec Manon et on se disait c'est vrai que on peut faire analogie en effet avec Yuka, où les utilisateurs de Yuka, c'est vrai que ça reste quand même des personnes qui vont aller dans la grande distribution, en fait, qui vont aller dans la grande distribution, qui ont l'habitude d'aller là-bas parce que c'est pratique, c'est simple, voilà, et qui vont s'intéresser, qui vont essayer de mieux consommer déjà dans la grande distribution, et petit à petit peut-être aller vers du Biocup, vers du Naturalia, et peut-être même aller vers du circuit court. Et je pense que Manon, toi, ce que tu fais, c'est vrai que c'est plus, tu vas plus mettre en valeur des marques qui sont aujourd'hui peu visibles, et c'est très important puisque malheureusement, elles n'ont pas les mêmes budgets que, que des grosses marques qui polluent. Mais, et c'est hyper important, mais c'est vrai que je pense que c'est pas les mêmes consommateurs, mais je pense que nous, notre rôle, c'est d'essayer de les amener petit à petit vers des marques justement comme ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, il manquait vraiment une approche grand public. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à leur marque. Voilà, ils consomment cette marque, ils adorent cette marque, ça leur va très bien. Et là, ils se disent, mince, en fait, j'ai besoin d'informations. Ça y est, je pense qu'il faut que je sois plus responsable. J'entends parler de plein de choses et j'ai besoin de savoir. Bah, ils ne vont pas forcément aller sur un blog voilà, qui reste quand même... c'est un petit peu plus compliqué, en fait, cette démarche-là. Là, l'appli, elle permet vraiment d'avoir cette vision assez large avec toutes ces marques grand public. De ne pas faire peur aussi parfois, peut-être, en étant... voilà, parce que nous, on se restreint beaucoup aussi. On parle que de marques éco-responsables. Ça peut faire peur aussi par rapport au prix, par rapport à tout ça. Et évidemment, on n'a pas, voilà, on n'analyse pas non plus toutes les autres marques. Moi, j'ai du mal à répondre parfois. On me pose parfois des questions sur la marque Oysho ou la marque, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Nike. Est-ce que c'est... Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous d'analyser ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça met la pression aux marques et qui ne se trouvent pas dans l'application, qui veulent y être ou qui s'y trouvent mais qui sont mal notés. Et ça, c'est vraiment ce qui manquait. Enfin, c'est un moyen de pression, c'est peut-être un peu trop fort, mais quand même, passage à l'action. Passage à l'action, transformation. Et ça, vraiment, je trouve ça top parce que là, on est dans le grand public, on est dans une application visible, etc. Et là, ça peut vraiment faire bouger les choses aussi. Ouais. Oui. Bah nous, en tout cas, c'est vrai. Bah en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que nous, on est hyper fiers aussi de voir ça, puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les marques qui sont les plus recherchées, c'est vrai que chez nous, ça reste H&M, Zara, Adidas, Nike, Levi's, Cézanne. Ça va être des marques vraiment mainstream, en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je pense qu'on fait prendre conscience aux personnes qui utilisent l'app ce qu'il y a derrière ces marques-là. Et après, ce qui se passe, c'est que donc là, il y a eu près d'1 million de recherches depuis le lancement sur ces marques-là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a depuis décembre, depuis qu'on a lancé le top, il y a plus de 300 000 recherches sur les top marques. Donc en fait, on amène quand même ces personnes qui connaissaient pas du tout les marques éco-responsables donc qui connaissaient essentiellement les marques qui se vendent un peu partout, qui comprennent en fait que pourquoi on dit que c'est de la fast fashion, que c'est pas forcément super bien, etc. Et on les amène en fait vers des marques qui sont dans le top, qui sont éco-responsables. Et je pense que dans ces marques-là, on en a plein qui sont en commun en fait, Manon. Ouais. Forcément. Du coup, ouais, on est super complémentaires, je pense. Et voilà, ils vont aussi, en voyant les photos, il y a de plus en plus de blogueurs, même mainstream, qui commencent à parler voilà, de ces sujets-là. Donc, ça y est,
Moi, je suis assez optimiste, même si ça va toujours pas assez vite. Bah, Mais tu me diras justement qui t'a influencé tout à l'heure, parce que tu m'as dit que tu as des personnes qui ont, grâce à ton blog, on se sont aussi lancées, donc tu nous en parleras tout à l'heure de ça. Et pour aller plus en profondeur, justement, par rapport à tout ce que vous dites des marques, finalement, c'est comment vous parvenez à obtenir toutes ces informations? Parce qu'on voit bien que c'est pas toujours évident. D'ailleurs, on va en parler aussi des difficultés. Et concrètement, comment vous vous y prenez? Manon, comment toi tu t'y prends et quelle est ta technique? ouais. Alors vraiment pour être sur les marques, et après je vous dirai juste comment je procède sur le reste. Oui. Rapidement, j'essaie quand même de m'intéresser à des marques qui communiquent d'une certaine manière sur leurs engagements. Donc je vois qu'il y a quelque chose qui m'attire, je vois qu'il y a un certain engagement. S'il n'y a absolument rien sur le site, je comprends, à moins, la plupart du temps, en fait, c'est que la marque n'est absolument pas transparente. C'est très important la transparence. Donc, il y a pas, c'est pas une marque responsable la plupart du temps. Donc, s'il y a un engagement social, par exemple, et souvent dans le à propos de la marque, d'ailleurs, tout le monde peut faire ça, hein, c'est assez simple. On voit, par exemple, que la marque fabrique au Portugal. Ah, super. Bon, en Europe, c'est déjà bien. Bah là, soit elle donne d'autres informations. Bah, mes matières, c'est du Biocel, du coton bio. Je suis certifiée GOT, donc en bio, ok. Ça, je vais le considérer comme marque éco-responsable s'il y a vraiment toutes les informations précises, si c'est certifié. Je peux aussi demander à la marque une validation par mail. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Est-ce que vous êtes toujours dans ces démarches-là? Si la marque, donc je reviens au début, si la marque n'a qu'un engagement, je vais essayer de creuser. Peut-être qu'en fait, ces matières aussi, elles sont responsables, mais elles ne les mettent pas forcément trop en valeur. Je vais essayer de comprendre vraiment quels sont tous ces engagements. Et c'est comme ça aussi qu'on voit le degré finalement de responsabilité de la marque. Donc là, ça passe aussi parfois, souvent, par le contact en fait direct. Hein. On envoie un mail, on demande des explications, des informations, voire parfois des justificatifs quand vraiment elle s'engage sur un sujet très précis où là, il y a besoin d'avoir un justificatif. Je peux le demander aussi. Voilà, voilà, c'est éplucher les sites, hein, et ça, tout le monde peut le faire. Et après, demander aux marques. Évidemment, on ne peut pas être dans toutes les usines du monde à vérifier que c'est compliqué, mais en tout cas, il y a des moyens quand même d'avoir des informations. Et franchement, il faut oser demander aux marques des justificatifs. Ben oui, je vous dis ça, mais est-ce que vous avez le certificat? Elles sont plus nombreuses à être, à être conscientes qu'il faut qu'elles donnent ce justificatif. Et puis, pour le reste, j'écoute énormément de conférences. Je vais à des conférences régulièrement. Je suis en contact, j'étais énormément en contact aussi au début du blog avec beaucoup d'experts pour me former. Voilà, au début, j'ai fait ensuite un master de développement durable, mais au début, c'était un peu compliqué. De vraiment connaître tout ça. Des ONG, je pense à Éthique sur l'étiquette, Naïla, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées, qui est une source aussi vraiment d'inspiration. Et puis, je lis beaucoup, j'ai pas mal de livres, donc c'est bien, ça enrichit ma bibliothèque, qui était très anglo-saxonne et américaine pour l'instant. Donc là, c'est top. Et puis, je lis beaucoup d'études, cabinets de conseil. Il y en a de plus en plus, comme Quantis par exemple, qui sort des docs intéressants. Je regarde des recherches scientifiques. L'ADEME est une bonne source, par exemple. Et puis là, après, c'est les rapports RSE des marques, rapports développement durable. Donc là, qui ont toutes les informations, toutes les informations à disposition, normalement, sont dedans. Voilà comment je travaille. D'accord, super. Du coup, c'est possible pour tout un chacun, si on veut un minimum, d'aller vers les marques et d'avoir aussi des infos, quoi. Donc, c'est intéressant de voir que toi, tu peux le faire. Donc, on peut tous au moins essayer de le faire, un minimum. Bon. Super, merci. Et du coup, Rim, comment vous procédez avec Marguerite?
Ouais. Alors nous, c'est trop intéressant ce que tu disais parce que c'est vrai que c'est la même logique en fait, hein. C'est très similaire, c'est juste que nous, comme on est des ingénieurs, on a tout automatisé en quelque sorte. Mais donc comment ça se passe? Nous, grâce à l'application, on peut voir quelles sont les marques les plus demandées par les utilisateurs. Plus il y a de la demande de transparence et plus nous on se dit bah il faut qu'on apporte de l'information aux consommateurs tout simplement. Du coup, on fait des listes de marques chaque mois. Donc par exemple le premier mois c'était justement comme je vous disais H&M, Zara, Nike, Adidas, Levi's, etc. On avait une liste de marques et ces marques-là, comme on considère qu'elles sont prioritaires chez nous, du coup, il y a l'équipe Eval qui va aller récolter des informations sur leur site, qui va contacter des ONG, etc. Donc là, ce qu'ils vont faire, je pense que tu dois être habitué à faire ça aussi, Manon, c'est éplucher les rapports RSE qui peuvent faire 250 pages où il y a écrit tout et n'importe quoi. Des fois, c'est vraiment, il y a des anecdotes, nous on en rigole parce que franchement, des fois, il y a des rapports qui font 200 pages et en termes de pratique vraiment éco-responsable, il y a 2-3 trucs, quoi. Franchement, c'est ce qu'on peut appeler vraiment du greenwashing. Donc, elles vont faire ça, elles vont aller regarder vraiment quelles sont les pratiques. Donc au sens où c'est des actions réelles au temps T et non pas des engagements sur 2040, etc. Elles vont récolter ces informations et ça concerne l'ensemble de la chaîne de production. Donc, que ce soit lors de la conception, les choix des matières, la fabrication, les contrôles qui peuvent être faits pour les questions de santé, etc., etc. Donc, elles vont récolter ces informations-là, elles vont les mettre dans un fichier. Et ces informations, qu'est-ce qu'on fait nous? Puisqu'on veut être fair-play avec les marques, en fait, on les envoie aux marques. Donc, on leur dit, donc on va contacter Adidas et Nike, par exemple, on va leur dire, on a eu énormément de demandes sur votre marque, les gens veulent savoir. Donc, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est déjà récolter toute l'information qu'on a trouvée et on va leur diffuser dans un mois. Si vous souhaitez ajouter des éléments, ou mettre à jour, ou ajouter des pratiques que vous n'auriez pas communiquées, vous pouvez le faire. Donc là, justement, on va avoir une marque sur deux qui va nous répondre quand on fait ça. Ce qui est génial, hein, parce que du coup, une marque comme Adidas a répondu. Une marque comme H&M a répondu, ce qui est incroyable pour notre petit niveau, quoi, parce que c'est des marques internationales, etc. Mais ça montre bien en fait que la demande des consommateurs est énorme et elle est hyper importante pour ces marques-là. Donc ces marques-là, elles vont nous répondre et elles peuvent ajouter des informations et on leur dit justement que en fait, nous, on n'accepte que les pratiques à tenter et il faut qu'elles soient justifiées de preuves à chaque fois. Donc par exemple, quand on va me dire, je sais pas, les matières sont bio, et ben, il faut qu'elles soient associées à une preuve qui montre que, bah, par exemple, il y a un label GOTS sur X% de la production ou de la matière, du tissu, etc. Voilà, et en fonction de ça, nous, du coup, on a une personne dans l'équipe qui valide et qui rentre les informations sur l'application. On a aussi, bien sûr, des marques qui nous contactent d'elles-mêmes. En fait, depuis le lancement, donc depuis septembre, on a plus de 280 marques qui nous ont contactés pour se référencer. Ce qui est quand même énorme. Ça montre aussi, en fait, il n'y a pas que nous qui les contactons pour qu'elles deviennent transparentes. Il y a aussi beaucoup de marques qui ont une démarche vraiment, on va dire, transparente ou qui se disent moi, je veux me référencer, être évaluée, je suis transparente et je suis fière de ce que je fais, j'aimerais savoir au moins où est-ce que j'en suis si jamais j'ai envie d'évoluer, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une marque, ça prend quand même beaucoup de temps de remplir notre document, puisqu'en fait, ça nécessite forcément d'aller regarder tout ce qui se passe. La plupart des marques en fait, qui participent, elles vont demander à leurs fournisseurs justement des certifications, des attestations qui montrent bah, que le cuir il provient d'une source connue, etc., etc. Voilà. Donc là, je parle de la méthode de récolte des informations. Mais nous, en fait, je pense que la grosse différence peut-être avec toi, Manon, elle n'est pas du coup, elle n'est pas forcément dans la manière de récolter les informations, parce que je pense qu'on est à peu près, c'est assez similaire finalement. Je pense que c'est dans la méthode de traiter ces informations. C'est que nous, du coup, on a un algorithme qui a été créé et qui permet justement d'analyser l'ensemble des réponses que nous, on peut trouver ou que les marques peuvent nous donner. Et ça, en fait, il peut y avoir sur un fichier, il peut y avoir jusqu'à 1250 réponses différentes. Puisqu'il y a énormément de questions, il y a plein de manières de répondre, forcément. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet algorithme-là permet d'analyser justement chacune réponse. Donc, en fait, c'est assez simple. Quand il y a, par exemple, écrit
une réponse comme par exemple coton bio, 100% coton bio, bah, ça l'associe à un chiffre et ça va l'associer à quelque chose qui va être écrit sur l'application à la fin. Voilà. Donc finalement, on a automatisé l'évaluation de chacune des marques. Donc pour le coup, c'est ce qui permet, d'après moi en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça permet en fait d'avoir vraiment une évaluation objective. C'est tout le temps la même chose pour toutes les marques. Qu'elles soient petites, grandes, internationales, créateurs, upcycling, toutes les marques, elles ont le même process d'évaluation. Et ça nous permet d'apporter premièrement de l'information objective et comparable aux utilisateurs. Donc en fait, on traite tout le temps de la même manière, c'est toujours écrit de la même manière. Et en même temps, ça permet aux marques en fait, il n'y a pas de subjectivité, quoi. Il n'y a pas de je l'aime bien cette marque, donc je vais mieux la noter, ou je l'aime pas trop, j'ai des a priori, du coup je mal la noter. Voilà, donc, et cette méthodologie-là, c'est justement ce qui nous a pris près de 2 ans à développer. Puisqu'aujourd'hui, on a une des méthodologies les plus... En fait, je ne connais pas personnellement, moi, de méthodologie plus complexe et plus précise que la nôtre. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on travaille avec un comité d'experts, c'est notamment des directeurs de recherche. On travaille, on communique beaucoup justement avec l'ADEME, on communique avec Cantis, on communique avec beaucoup d'acteurs en fait qui développent des méthodologies, des méthodes d'analyse d'impact, et on en développe. Donc quand ça existe, on prend des méthodologies qui existent. Par exemple sur l'ADEME, ils ont développé une méthodologie qui permet d'analyser l'impact environnemental des vêtements. Si ça existe, parce que c'est fiable et que c'est fait par l'État, en fait, on considère qu'on peut tout simplement le prendre. Mais des fois, ça n'existe pas. Par exemple, sur le bien-être animal, on n'a aucune méthodologie qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc là, on va concevoir une méthodologie en appelant des partenaires, etc. Voilà. Bah, super, merci pour toutes ces précisions. Et j'imagine que vous rencontrez quand même quelques difficultés dans vos recherches d'informations pour évaluer les marques et tout. Quelles sont-elles? Vous pourrez nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les limitations, les blocages que vous pouvez avoir? Nous, en fait, on pourrait se dire qu'un des freins qu'on pourrait avoir, c'est que les marques participent pas, donc soit pas forcément, joue pas le jeu de la transparence. Maintenant, on va dire que c'est pas une grosse difficulté, parce que nous, on considère que déjà, une marque qui n'est pas transparente, c'est une information à donner au consommateur. Dire qu'une marque veut même pas participer, on l'a contactée, on lui a dit qu'on allait... toutes les marques qui sont référencées sur l'app ont été contactées. Plusieurs fois, en fait. Donc, une marque qui veut pas participer, qui communique sur rien sur son site, en fait, c'est une information qui est hyper intéressante pour les consommateurs. Enfin, maintenant, c'est aux consommateurs de savoir s'ils veulent soutenir des marques comme ça ou pas. Donc, nous, on ne considère pas que c'est une difficulté, et surtout parce qu'il y a plein de marques qui jouent le jeu, en fait. Donc, finalement, on pense que ça va faire changer le secteur. C'est que forcément, il y a des gens qui sont leaders et qui vont tirer le secteur vers le haut, je pense. Et il y en a qui veulent rester, qui sont peut-être un peu conservateurs et qui veulent pas, en fait, parce qu'ils ont peur, parce que probablement, ça va dévaloriser ce qu'ils font, en fait. Donc, nous, on considère que c'est pas un vrai frein, mais on va dire que c'est lié au secteur, quoi, qui est un peu qui est trop opaque pour le moment, et on pense que ça va s'améliorer. Nous, les difficultés qu'on va avoir, c'est plus... En fait, on essaye vraiment de construire une app qui réponde à la demande des consommateurs, et on a tout le temps des nouvelles demandes. Donc, par exemple, justement, on va avoir des utilisateurs qui vont me dire « Moi, j'aimerais bien filtrer... mettre ma propre pondération, parce que moi, le bien-être animal, c'est hyper important, je suis végane. J'aimerais bien savoir les gammes de prix, j'aimerais bien savoir si les marques payent leurs impôts en France. Enfin, en fait, on a tellement de demandes. Mais oui, et on a énormément de demandes différentes, en fait, ce qui fait que on est une petite équipe. On peut pas... ça demande du développement, en fait. Par exemple, pour analyser les questions de fiscalité, en fait, on ne sait pas comment faire aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse de la recherche, qu'on étudie les méthodes existantes, qu'on se dise, quand est-ce qu'on considère que c'est bien, quand est-ce qu'on considère que c'est pas bien, etc. Et ça demande tout le temps du développement. Donc, on va dire que nous, les difficultés, c'est juste que c'est pas vraiment des difficultés, c'est qu'il y a énormément de sujets qui intéressent les gens, et je pense que justement, de plus en plus d'utilisateurs, de consommateurs souhaitent s'informer à la fois sur les questions environnementales, sociales, bien-être animal, santé, mais aussi sur la fiscalité, sur la durée de vie des vêtements. Est-ce que j'achète un vêtement et il dure longtemps? Il dure combien de temps? Ça, c'est des choses sur lesquelles, justement, on travaille pour construire des méthodos, en fait. Ok. C'est sûr qu'il y a tout un chantier là. On a tout à faire. Donc, c'est génial, en tout cas, de voir que
vous avez déjà cette initiative qui peut débroussailler le terrain et aller encore plus loin. Et du coup, de ton côté, Manon, quelles ont été tes difficultés? Quelles sont tes difficultés en général pour arriver à obtenir les retours des marques? Je dirais que c'est oui, alors certaines répondent pas, et après, quand elles répondent, beaucoup sont très peu précises, parce que oui, soit elles ne connaissent pas en fait leur processus, ben voilà, elles ne connaissent pas en fait toute la chaîne, elles n'ont que peu de traçabilité. Euh, Après, ce qui est assez frustrant, c'est qu'il y en a qui disent ben fabrique en Europe. Ah, ok, alors Portugal, ok, c'est super, hein, voilà. Ou même au niveau des marques américaines, parce qu'il y a pas mal de démarches co-responsables aux États-Unis, on fabrique à Los Angeles. Enfin, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Le pays n'a que très peu ne veut pas dire grand-chose. Enfin, on sait très bien quand même qu'il y a des lois européennes et que statistiquement, il y a moins de chances que ça se passe mal en France que voilà, aux Philippines ou autres. Mais quand même, c'est. En fait, je pense que les marques n'ont pas compris que maintenant, les consommateurs, au-delà du pays, veulent des informations sur la manière dont c'est fabriqué. Donc, moi, souvent, je précise quelles sont les conditions de fabrication. Quel est le type de salaire? Est-ce que c'est un salaire vital? Est-ce que c'est juste le salaire du pays? Et ça, ce niveau de détail est très compliqué. Alors, soit elles ne l'ont pas au niveau du siège, soit en fait elles ne veulent pas le donner. Donc des fois, des fois dans mon annuaire, c'est pas aussi précis hein, que là, mais je mets Portugal. Voilà, j'ai pas de justification. Je considère que donc je mets pas évidemment, je dis juste Portugal. Je considère que c'est moins risqué, donc ça peut être quand même une marque éthique parce qu'elle fabrique au Portugal, mais en fait là j'ai mes limites. J'ai mes limites parce que très, très peu de marques sont parfaites en fait. Et dans l'annuaire, j'essaie quand même d'avoir voilà, des marques qui fabriquent aussi au niveau, enfin, qui sont européennes. Et finalement, voilà, je me heurte un petit peu à ça. Donc ça va être, ouais, ça va être la principale difficulté. Bah, c'est vrai que nous, on la voit aussi parce que on voit vraiment, et c'est en train d'évoluer, hein, je ne sais pas si tu le vois aussi, toi Manon, mais nous, il y a un an, franchement, il y avait très peu d'informations, quoi. Quand on leur demandait des informations sur même les usines de confection, c'était difficile de les obtenir, quoi. Maintenant, c'est un peu plus... c'est de plus en plus facile, je pense. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, on peut être étonné aussi des fois parce que on peut s'attendre à ce que des marques éco-responsables, qui se disent, on va dire, éco-responsables, qui affichent éco-responsables, puissent nous donner plein d'informations et tout, mais des fois, en fait, pas du tout. Tout à fait. En fait, des fois, en fait, tu vas avoir des marques éco-responsables, il y a écrit 100% matière éco-responsable et tout, et en fait, nous, après, on les évalue, et en fait, on se rend compte que juste sur la partie sociale, il n'y a rien, quoi. Et en fait, tu peux pas. Et après, on me dit, moi, oui, mais moi, je suis trop petit, du coup, je peux pas savoir si. J'ai jamais été visiter mon fournisseur, je peux pas savoir comment sont traités les gens, mais je suis petit en même temps. Mais non, en fait, si tu te dis éco-responsable, tu es obligé de traiter l'ensemble de ces. La connaissance, c'est la moindre des choses, quoi, en fait. Déjà, au moins, être allé voir le fournisseur, c'est la moindre des choses. Et si jamais même s'il est au Portugal, en fait, parce qu'au Portugal, il y a aussi du travail caché, en fait. Il y a déjà, enfin, il y a des scandales. Même en France, il y a du travail caché. Donc voilà, ouais, c'est vrai que je pense que le gros enjeu, mais c'est lié au secteur, c'est le manque d'informations, déjà de base, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de traçabilité, il y a peu de marques qui connaissent vraiment bien l'ensemble de leur filière et tout. Et en plus de ça, des fois, elles n'ont pas forcément intérêt à communiquer, quoi. Oui, ça les arrange pas du coup. Le flou est intéressant pour certaines. Et même des marques qui se disent éco-responsables, malheureusement. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que pour vous, une marque est vraiment éco-responsable? Du coup, comment vous définiriez et quel serait le top 5 des marques dans lesquelles vous auriez 100% confiance, les yeux fermés et qui seraient des modèles d'éco-responsabilité? Du coup, Manon, tu veux répondre? Oui, alors c'est une question difficile parce qu'il y a une partie assez subjective, mais j'ai essayé, voilà, si j'essaie vraiment d'y répondre, je me dis c'est une marque qui va prendre en compte tous les impacts
sociaux et environnementaux qu'elle peut avoir. Mmh. Donc, évidemment, une marque ne va pas être éco-responsable si elle a juste une démarche environnementale, si elle met juste des jolies matières éco-responsables, comme peuvent le faire certaines marques de fast fashion. Ça ne se passe pas comme ça. Le critère, disons, numéro 1, c'est le social. Pour moi, après, le critère indispensable. Après, on a tout un ensemble de critères qui sont en fait à la fois objectifs et subjectifs, parce que quand on parle de bien-être animal, oui, techniquement, il faut que les animaux soient bien traités, qu'on soit vegan ou pas. Mais en même temps, ça va avoir une pondération, on parlait de pondération tout à l'heure, pour la personne en fait, pour le consommateur, ça va être extrêmement important pour lui que la marque n'utilise absolument pas de matière animale, soit traite extrêmement bien ces animaux, et il va la considérer comme responsable si elle le prouve. Donc c'est compliqué, en fait, on se heurte au fait que la plupart des marques ne sont pas parfaites. Enfin, je connais très très peu de marques quasi parfaites. Il y a aussi le made in local, voilà, qui est très important pour certaines personnes. Donc je dirais, ouais, c'est une question complexe, mais je dirais que c'est une marque qui est transparente, qui apporte de l'information et en même temps qui essaie de traiter, même si elle ne le fait pas parfaitement, traiter ses impacts en fait. D'accord. Et tu aurais 5 marques à citer en exemple? Le t-shirt propre, qui est une marque pour hommes et femmes. J'ai pris que des marques testées, hein, évidemment. Bien sûr. Non, en fait, le t-shirt propre, c'est une marque qui fabrique en France, qui est labellisée Origine France Garantie. Ce qui veut dire que 95% du prix nourrit l'économie locale. Donc voilà, là on a une certification. Et puis ce sont des produits donc c'est du coton bio. Et c'est des produits surtout très importants qui sont de bonne qualité, en tout cas par rapport à mon expérience. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour moi quelque chose que j'ai pu un peu au début sous-estimer, la côté durabilité et qualité qui fait pour moi qui est totalement partie en fait de la démarche responsable. Je me dépêche un peu parce que sinon je peux en parler des heures. Tout est sur ton site, si jamais. Tout est sur avenuegreen.com alors. Il y a Organic Basics, qui est une marque de sous-vêtements pour hommes et femmes. Ça, je ne vais pas trop détailler, mais en tout cas, testé et approuvé, qui fabrique dans plusieurs pays, avec des usines certifiées. Donc, intéressant. Et coton bio, voilà. Attise, on en parlait sur la robe verte à pois que je portais sur le blog. Fabriqués en France, avec voilà, qui ont une super démarche, qui ont évolué vers des matières responsables, comme le lyocell. Et puis une marque très transparente qui dit comment elle fixe ses prix. Une autre, ce serait Qui plus est, ce sont des t-shirts en lin, fabrication 100% européenne, donc le lin, matière très éco-responsable, très voilà, locale, et ça je vous apprends rien. Ouais, c'est fabriqué au Portugal. Et puis Occident, alors je sais, j'écorche sûrement le nom, mais ça j'y pense parce que je les ai vus aux Galeries Lafayette la dernière fois sur Go for Good. Et bon, je suis niçoise et c'est une marque voilà, du sud de la France, et que c'est marrant parce que je les ai découverts, je crois, il y a 5 ans. Et voilà, c'est une marque qui a beaucoup, voilà, qui évolue, qui est maintenant en galerie. Donc, ça montre aussi que ça, voilà, que l'industrie, enfin les grands magasins aussi prennent de plus en plus en compte ces marques-là. Voilà, donc fabriqué, certifié GOTS, et fabrication évidemment sur la Côte d'Azur et en Provence. Cool, merci. Et du coup, pour toi, Rim, ce serait quoi une marque éco-responsable et quelles seraient les 5 marques que tu recommanderais? Ouais, c'est vrai que la question des marques éco-responsables, elle est hyper compliquée. Et d'ailleurs, moi, j'ai un gros problème avec le mot même marque éco-responsable. Vraiment, j'ai un gros problème par rapport à ce mot, parce que le problème, c'est qu'il est hyper utilisé par beaucoup de personnes, et en fait, il n'y a pas de vraie définition. Donc bon,
En fait, Il y a plein de possibilités. bah oui, c'est ça. Et finalement, du coup, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour l'utiliser, pour se valoriser sur leur démarche, alors qu'ils font pas grand-chose, quoi. Bon, moi, en tout cas, ce que je me dirais, c'est qu'il y a des marques, hein, déjà, qui sont en effet pas responsables. Alors, pour moi, une marque pas responsable, c'est une marque qui est pas du tout transparente, qui veut absolument pas répondre aux utilisateurs, qui veulent pas répondre aux consommateurs. Et nous, en fait, justement, on a des ambassadeurs qui contactent des marques, et des fois, même nos ambassadeurs, ils sont choqués parce que, en fait, ils vont demander des informations à ces marques-là, et elles leur répondent quasiment rien. En fait, elles leur disent non, comme tu disais, on produit je sais pas, on produit en Inde, et c'est tout. Point. En fait, ça, c'est pour moi des marques pas responsables. C'est des marques qui déjà sont pas transparentes, qui veulent communiquer sur rien, qui sont pas précises. C'est pour moi des marques plutôt à éviter. Après, moi, je dirais qu'il faut quand même soutenir celles qui commencent à être de plus en plus transparentes, celles qui, déjà, en fait, même si elles sont pas, même si elles n'ont pas 100% de matière éco-responsable, même si elles produisent pas, genre, dans les ateliers près de chez nous, etc. Celles qui commencent déjà à faire une évaluation, à s'auditer et à être transparentes, à dire leurs limites, à dire la réalité. Moi, je dirais que c'est déjà bien. C'est à soutenir et il faut que ça continue. Donc, continuons à faire pousser les marques, pour qu'elles changent leurs pratiques. Et dans les marques, on va dire que moi, je soutiens le plus. Ça va être plutôt des marques locales, des marques qui produisent avec des matériaux qui existent en France, par exemple, ou des matériaux recyclés. Des marques qui ont des ateliers en France. Moi, j'adore le concept de l'upcycling, par exemple. Je considère déjà que c'est vrai qu'on peut se dire souvent déjà une marque éco-responsable, est-ce que c'est pas antinomique, quoi? Parce que en soi, le fait de produire des vêtements, ça produit de l'impact, en fait, ça génère de l'impact environnemental, etc. Après, ça peut aussi, si on réduit au maximum l'impact environnemental, ça crée de l'emploi, et ça, c'est joli, en fait. Ça, c'est une belle histoire quand même de créer de l'emploi en France ou ailleurs, permettre le développement de certains endroits du monde, etc. Donc moi, les marques que je vais soutenir, c'est plutôt des marques qui essayent de réduire justement leur impact et qui créent de l'emploi. Et là, pour le coup, je vous invite à regarder le top marque. C'est vrai que nous, du coup, on les analyse, et c'est sûr que celles qui sont les mieux notées, c'est celles qui, on doit avoir plus d'une cinquantaine de marques dans le top marque, c'est celles qui ont plus de 60 sur 100. Et il y en a qui ont plus de 80%. Ces marques-là, elles ont des démarches déjà très poussées en termes de transparence, puisque vraiment, pour avoir des notes comme ça, elles ont pu répondre à énormément de questions qu'on leur a posées, avec beaucoup de preuves, donc c'est quand même très très fort. Et en plus de ça, souvent, c'est qu'elles ont des pratiques justement de recyclage, des durées, enfin, elles peuvent garantir la durée de vie, certaines peuvent garantir, par exemple, des vêtements à vie, en permettant la réparation de ces vêtements, etc. Donc voilà, après, dans les marques, je peux citer que moi, j'aime beaucoup, c'est par exemple Opal, que j'adore. J'ai Patine aussi, que j'aime bien. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais typiquement, ils sont aussi ils ont été aussi sur Go for Good. Go for Good, ouais. Il y a Green Lion, il y a SKFK. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est souvent plus des petites marques qui sont excellentes chez nous, mais on va retrouver aussi des marques auxquelles on s'attendait pas forcément. Par exemple, on a le groupe Chantel, donc qui fait de la lingerie, qui est très bien noté parce qu'en fait, qui le sait ça, que en fait ils ont des usines à Troyes et qu'ils créent de l'emploi, et que c'est notamment eux qui ont permis de produire des masques en fait en France pendant le confinement. Il y a Petit Bateau aussi qui s'en sort assez bien parce qu'ils ont des usines en France. On a Veja forcément qui est quand même maintenant très connu. Moi j'aime beaucoup aussi Cézanne qui en fait ils sont très transparents, ils communiquent sur leurs limites, etc. Bon voilà, je pourrais en parler
On ira voir le top 50. On ira voir le top 50. Voilà. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin de notre talk show. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai vu qu'il y a déjà des questions, donc on y répondra tout à l'heure. Du coup, pour finir, quels sont les retours que vous avez déjà sur votre communauté grâce à vos initiatives? Quelles sont les réactions? Qu'est-ce qui s'est passé grâce à ce que vous avez créé, notamment Manon? Tu m'as dit qu'il y avait eu un impact positif sur des influenceurs. Enfin, voilà. Dis-nous un petit peu comment ton blog a impacté, en fait, ton environnement. Oui, en fait, et même, je suis contente parce qu'il y a de plus en plus de. Bon, j'étais pas la première et blogueuse, et il y en a de plus en plus qui se lancent là-dedans. Donc, finalement, je pense qu'on a aussi un impact tout ensemble, voilà, sur les consommateurs. J'aime pas trop ce mot, mais on est tous consommateurs. Donc, c'est vraiment des retours positifs. Le retour principal que j'ai, c'est je ne savais absolument pas où trouver des marques éco-responsables. Et le blog me permet de savoir, voilà, quand je fais mon shopping, j'ai cette liste sous les yeux et je peux faire des choix. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a notamment, j'avais publié une carte des magasins à Paris, parce que je connais mieux Paris que d'autres villes. Et voilà, là, il y avait eu beaucoup, beaucoup de retours positifs parce que, bon, en mettant des friperies, parce que la mode responsable, c'est aussi ça, en mettant des grands magasins aussi à l'intérieur avec des marques éco-responsables, tout en précisant voilà, que certaines marques étaient éco-responsables là-dedans. Donc c'est vraiment, je pense que les gens ont besoin d'être accompagnés et le blog, voilà, les recherches permettent de simplifier ça parce que c'est quand même assez chronophage. Et puis, parfois aussi, c'est des retours. Ah, mais je ne pensais pas. J'avais cette idée reçue sur telle marque ou sur telle matière. Et ça me permet voilà, de me remettre aussi les idées au clair. Voilà, et je trouve en ça aussi l'application est intéressante parce que des fois, on se fait des idées sur certaines marques, certaines enseignes, on se dit qu'ils ne peuvent pas faire des bonnes choses et en fait, si. Voilà, donc c'est ce côté factuel, je pense qu'on a la même démarche vraiment du fait en fait, de ne pas avoir d'a priori et d'essayer d'apporter juste des informations. Ok, super. Et toi, Rim, du coup, avec Marguerite, quels sont déjà les retours que vous avez positifs? Alors, nous les indicateurs qu'on suit pour voir si on a eu un impact ou pas, c'est déjà, est-ce qu'on a réussi à sensibiliser les consommateurs, à sensibiliser en fait, tout simplement, nous, notre mission, c'est d'apporter de l'information aux consommateurs, aux citoyens pour qu'ils puissent s'informer avant d'acheter. Nous, on pense que non, ça aurait dû être un sujet de l'État, en fait. C'est censé être obligatoire d'information. Donc, bon, nous, à notre petite échelle, on essaye au moins d'apporter cette information à toutes les personnes à qui on peut l'apporter. Et aujourd'hui, on est hyper fiers il y a déjà plus de 140 000 utilisateurs en même pas 9 mois. Donc, on n'a jamais payé de pub ou quoi que ce soit. Donc, on est hyper content de savoir que des gens veulent s'informer avant d'acheter. En fait, ils attendaient une solution comme celle-ci. Donc, ça déjà, c'est, on va dire, notre première fierté. Ensuite, nous, forcément, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'ils utilisent l'app, est-ce que ils s'informent avant d'acheter, est-ce qu'ils vont vérifier peut-être s'ils cherchent un jean sur l'application, quelles sont les marques éco-responsables et tout. Et du coup, on regarde les données comme ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mais il y a eu depuis le lancement près d'1 million de recherches sur les marques. Donc, c'est énorme pour nous, en fait. C'est que ça montre vraiment que les gens ont cherché de l'information, ont cherché à évaluer en tout cas les marques avant d'acheter. Il y a énormément de gens qui recherchent justement les top marques. Donc ça, nous voilà, ça c'est des moyens qui nous permettent de savoir quel est notre impact auprès des citoyens, des consommateurs. Et du côté des marques, puisqu'on suit ça aussi, puisque notre rôle c'est vraiment de porter la voix des consommateurs pour apporter plus de transparence, et pour ça, nous, on va contacter les marques, les convaincre, premièrement, à être transparentes, et ensuite faire en sorte qu'elles changent
leur pratique en fait. Et déjà, rien que le fait qu'il y ait aujourd'hui près de 100 marques qui contribuent en 9 mois, c'est pour nous énorme. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ça, puisqu'il y a quand même des marques de tout type, qu'elles soient très grandes comme très petites. En fait, avant, le sujet de la mode responsable, c'était souvent un sujet peut-être de petits créateurs. Et là, en fait, on a rendu un petit peu... on a démocratisé le sujet, en fait. Donc, je pense que ça, c'est un énorme... Enfin, ça a été dur de convaincre les premières marques, les grandes marques, à devenir transparentes, à être OK pour qu'on dise, en fait, que leurs notes ne seraient pas forcément vertes partout, en fait. Elles ne seront pas forcément bien notées en participant sur Clear Fashion. Et ça a marché. Donc, ça, c'est top. Ensuite, on est en train de faire d'ailleurs une étude d'impact pour les 1 an de Clear Fashion. Donc, on la dévoilera en septembre prochain. Mais on a déjà pas mal de retours de certaines marques qui nous disent justement que grâce à Clear Fashion, déjà, elles ont appris beaucoup de choses sur leurs fournisseurs, sur ce qu'elles faisaient de bien et forcément les améliorations qu'elles devaient faire. On a des marques qui nous ont dit qu'elles ont arrêté de travailler avec certains fournisseurs parce que impossible d'avoir des données sur, par exemple, le cachemire et sur si les animaux ont été maltraités ou pas. Donc, ils ont changé de fournisseur. Et nous, moi personnellement, c'est vraiment, on va dire, c'est comme ça que je vois Clear Fashion, c'est donner de l'information aux consommateurs, porter la voix des consommateurs et faire changer les marques. Et quand une marque, en fait, commence à changer de fournisseur, ça envoie des signaux aux autres fournisseurs. Et en fait, après, potentiellement, la filière peut vraiment évoluer et changer, en fait. Puisque si plus aucune marque n'accepte de travailler avec des fournisseurs qui ne sont pas capables de dire d'où vient leur cuir, d'où vient leur cachemire, en fait, ça va changer, quoi. Il y aura plus de transparence, il y aura des produits de meilleure qualité qui ont été faits dans des bonnes conditions, etc. Voilà, donc nous, c'est un peu ce genre de choses qu'on suit. Mais il faut continuer, en fait. Je relativise beaucoup parce que je trouve que c'est déjà très bien ce qu'on a fait, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a à faire encore, puisque aujourd'hui, nous, on a évalué près de 250 marques. On a de la demande sur plus de 3000 marques en France seulement. Donc, il y a énormément de marques en France qui restent encore à évaluer, qui ne sont pas encore transparentes, etc. Il y a encore... moi, j'adorerais qu'il y ait 1 million de personnes qui utilisent l'application, voire plus. Moi, j'adorerais que ce soit obligatoire, que ce soit vraiment l'État qui l'oblige, quoi. Et c'est quoi vos prochaines étapes de développement, justement? Nos prochaines étapes, nous, un des prochaines fonctionnalités qui va sortir, ça va être le scan des codes barres. Donc aujourd'hui, pour analyser l'impact environnemental ou social des vêtements, on doit prendre en photographie l'étiquette de composition. Et en fait, on se rend compte que ça reste encore un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais ça reste... ça prend un peu plus de temps que de scanner juste le code barre. Et ça, on va le lancer... normalement, ça sera septembre ou octobre. Donc, les utilisateurs vont pouvoir aller dans des boutiques et scanner les codes barres et obtenir des informations sur le produit, où est-ce qu'il a été fait, son impact, etc. Vraiment produit par produit. Ah ouais, ça c'est top. Bah, super, ouais. Super. Prochaine option, c'est ça? C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on développera là d'ici à décembre 2020. Et après, les gros enjeux, ça va être potentiellement l'internationalisation, etc., puisqu'on a beaucoup de demandes à l'étranger. Ouais. Non, c'est génial, super, merci. Et du coup, Manon, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour conclure? Pour conclure, je dirais, en plus, ça complète la question là, de tout à l'heure, c'est moi, j'ai été inspirée par des blogueuses et certaines aussi, j'ai eu des retours très positifs sur le fait que certaines filles aussi avaient lancé des blogs en voyant mon blog, en voyant ce que je faisais. Et je pense qu'en fait, on s'influence tous. Et ça, déjà, c'est génial comme reconnaissance aussi. Et en plus, ça montre que finalement, il faut vraiment être nombreux à en parler. C'est ça qui a de l'impact. Et donc, je dirais, alors, si vous voulez lancer un blog, c'est génial. Ça prend beaucoup de temps aussi, mais c'est génial. Mais surtout, parlez-en, en fait. Parlez de ces sujets autour de vous.
C'est pas juger une personne qui va voilà, chez une marque de fast fashion, ou d'ailleurs pas que de la fast fashion, on parle de ça, mais une marque aussi classique. Mais vraiment oser en fait parler de ses problèmes et donner aussi des solutions, des alternatives. On voit qu'il y a le vintage, la seconde main qui développe de plus en plus, ça peut être une option. Montrer voilà, des marques d'upcycling et autres. Montrer que c'est possible et que c'est positif, c'est enrichissant. Voilà, je dirais ça parce que ça permet aussi de vivre en accord avec ses valeurs. Une fois de toute façon qu'on connaît tous ces impacts, on a envie vraiment de faire changer les choses et d'aller vers un autre type de consommation. Ouais, c'est créer vraiment un écosystème positif autour de la mode, justement, pour ensemble amener le changement, quoi. Donc, c'est en bonne voie, en tout cas, on peut dire que le chemin se fait. Et du coup, pour conclure, il y a quelques remarques et quelques questions que je vais vous lire, du coup, comme ça, si jamais vous pouvez répondre. Alors, il y a Sylvain qui nous dit « Les filles, vous êtes combien à faire ce genre d'application ? Car si juste dans l'entourage de Natacha, vous êtes déjà 2, ça montre le nombre de concurrents qu'il y a. Vous arrivez tous à en vivre. Sinon, belle initiative. Je pense ton appli, qu'elle peut marcher. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Rim. Ouais. Alors, je pense en fait, moi, je considère pas du tout que Manon ce que tu fais, ce soit concurrent avec Claire Fashion. Je pense que vraiment, on n'apporte pas. Ouais. Je pense que c'est complémentaire. Donc, pour moi, voilà, il n'y a pas le sujet de puisqu'on est 2, il doit y avoir d'autres concurrents, puisqu'en fait, Ouais. je ne fais pas du tout la même chose. Il y a des choses qui, forcément, tu mets en valeur des marques, tu communiques sur les labels, etc. On le fait aussi, mais on ne fonctionne pas du tout de la même manière, quoi. Donc, nous, au sein de notre équipe, maintenant on est 9, je crois. Donc, c'est vrai qu'on est une petite équipe qui commence à grossir. Forcément, pourquoi? Parce que déjà, il y a 4 pôles. Il y a un pôle communication, donc qui s'occupe de répondre à toutes les demandes des consommateurs. On a des ambassadeurs, donc en fait, on a vraiment des personnes qui nous soutiennent, qui partagent, qui contactent des marques, qui parlent aussi autour de Claire Fashion pour qu'il y ait encore plus d'impact, en fait. Ensuite, on a l'équipe qui va contacter les marques pour les convaincre à devenir transparentes, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en relation avec près de 800 marques. Donc, c'est énorme en termes de travail. Donc, forcément, il y a des personnes qui travaillent là-dessus. Et après, on a 2 développeurs, Max et Maxime, et on a une équipe évaluation qui gère la méthodologie et tout ce qui est récolte des données. Donc, c'est vrai que nous, on est une petite équipe. On est, il y a beaucoup de profils très ingé, très geek, quoi. Et il y a la com. Voilà. Et du coup, vous arrivez aujourd'hui à vivre de cette application? Vous avez levé des fonds? Comment vous avez... Aujourd'hui, donc, nous, comment on a fait? En fait, on a fait déjà, premièrement, quand on a commencé avec Marguerite, comme tous les entrepreneurs, je pense, on ne se payait pas et on a fait ça pendant 1 an et demi. Donc, on a développé notre application toutes les 2 avec très peu de moyens et on a construit notre communauté, on a fait un premier prototype. Grâce à ça, on a pu montrer justement que c'était hyper important, mais que nous, à 2, on ne pouvait pas continuer à développer autant une application aussi riche, aussi complexe, une méthodologie aussi forte seule. Donc, on a levé des fonds. Donc, comment on a fait? En fait, on a contacté des entrepreneurs qu'on admire, en fait, qui ont des valeurs similaires aux nôtres et qui sont surtout pas des marques, surtout pas des distributeurs. Pas d'influence. Exactement. Et on leur a dit ce qu'on faisait et on leur a dit qu'il nous fallait un certain montant pour pouvoir recruter des gens et développer l'application. Donc, en fait, nos investisseurs, c'est vraiment des entrepreneurs comme, je sais pas, il y a le fondateur de La Fourchette, par exemple, le fondateur de Blablacar. Voilà, c'est des entrepreneurs qui ont développé des projets très ambitieux, et qui, en plus de ça, ont des valeurs qui nous soutiennent, quoi. Voilà. Maintenant, comment on fait? Donc, ça nous permet, on va dire, de tenir encore bien, on va dire, 2 ans. Mais en attendant, forcément, il faut qu'on se rémunère aussi, qu'on développe du chiffre d'affaires.
un gros sujet pour nous puisque forcément, on ne veut pas de conflit d'intérêts. Donc, les marques, déjà, premièrement, sur l'application, il n'y a pas de publicité parce que ça, c'est pas cohérent avec nos valeurs. On ne va pas pousser à la consommation si on parle d'informations pour mieux consommer. Donc, on ne fait pas de publicité, on ne monétise pas les données, etc. Et les marques, pour qu'elles se référencent, c'est gratuit. Donc, pour être évalué sur Clear Fashion, c'est totalement gratuit. Ça nous coûte très cher, forcément, mais c'est gratuit. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut absolument pas avoir à négocier sur les clauses de ce qu'on va devoir afficher, sur quels critères on va les évaluer, etc. Donc, c'est gratuit et du coup, il faut suivre notre process et c'est tout. Il n'y a pas de négociation, en fait. Par contre, si une marque souhaite utiliser notre droit d'auteur, donc si elle souhaite utiliser nos scores, les afficher sur son site, faire du merchandising avec nos notes, et bien ça, c'est payant. Parce qu'en fait, c'est nos droits d'auteur qu'on protège. Et le fait d'utiliser, du coup, rien que nos screenshots, par exemple, de l'application, quand on est une marque, à des fins commerciales, ça, c'est payant. Et en fait, c'est une sorte de licence d'utilisation des droits d'auteur. Voilà. Ok. C'est génial parce que c'est un modèle vraiment qui nous permet de rester. Ouais. Gardez votre neutralité, en fait. C'est de ne pas obliger de répondre à des demandes des marques. Exactement. En fait, on peut évaluer de la même manière, c'est-à-dire on peut mettre des mauvaises notes, on peut mettre des bonnes notes. Enfin, il n'y a pas, on va jamais nous demander de changer la manière dont on va noter une marque qui est affichée sur l'application. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que on peut aussi permettre aux marques d'utiliser l'information et de la communiquer dans leur boutique, par exemple, ou sur leur e-shop. Et c'est des bons canaux, en fait, pour pouvoir communiquer aux consommateurs ces informations sur l'éco-responsabilité de leurs vêtements. Parce que nous, il y a l'application, mais l'idéal, ce serait qu'on rentre dans une boutique et directement, il y a une étiquette où il y a écrit la note d'impact, en fait. Voilà, donc c'est ça que ça permet. Et du coup, est-ce qu'il y a des concurrents ou pas? Parce qu'on parle de concurrents, mais il y en a d'autres. J'ai entendu parler de Vigie, mais du coup, c'est pareil ou pas? Alors, nous, notre gros concurrent, on va dire celui qui est plus avancé que nous, c'est Good On You. C'est une app australienne. Et eux, pour le coup, ils doivent avoir bien 300 000 utilisateurs. C'est une marque, c'est un peu international. Mais du coup, ils sont pas très français, quoi, en fait. Voilà. Anglo-saxon. Donc, c'est pareil, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Et nous, en fait, on discute avec eux, etc. En fait, on discute avec eux. Ensuite, en France, il y a des petites initiatives. Il y a Vigie. Oui, justement, Vigie. C'est quoi la différence avec vous? La différence, je pense, c'est le positionnement. C'est que nous, vraiment, on a construit cette application pour les consommateurs avant tout. Et qu'on va... En fait, nous, notre rôle, c'est de savoir... Enfin, on va essayer de savoir quelles sont les marques sur lesquelles les gens demandent de l'information. Et on va ensuite tout faire pour apporter cette information au consommateur. Donc, on va récolter des informations sur Nike, sur Adidas, on va les référencer et que ça plaise ou non à la marque, on va apporter ces informations sur notre application. Je pense que la différence avec Vigie, c'est que Vigie travaille plus avec les marques pour valoriser leurs pratiques, en fait. Donc, c'est plutôt, je pense, un moyen pour les marques de communiquer sur leurs pratiques éco-responsables. Je pense que c'est intéressant, c'est très bien aussi, parce qu'il y a peut-être des marques qui n'oseraient pas venir avec nous, parce que nous, on met des notes, en fait. Nous, on met des notes qui peuvent être rouges. Vigie, il n'y a pas de notes, en fait. Vigie communique juste des engagements. Ils disent par exemple, telle marque a déclaré faire ça. Nous, on va mettre, des fois, il y a des marques qui sont mal notées, qui ont participé, qui sont mal notées. C'est quand même un niveau d'engagement qui est très fort de la part des marques. Donc, probablement, il y a des marques qui pourraient préférer aller chez Vigie pour ça. Mais du coup, nous, on considère que ça reste pas... C'est différent encore, puisque du coup, pour nous, c'est plus une plateforme de communication RSE qu'un système d'évaluation pour les consommateurs.
D'accord. Ok. Mais merci pour ces compléments d'information. J'espère que ça aura répondu à Sylvain et à tous ceux qui nous regardent encore. On a un commentaire d'Ariel Lévy. Je pense que vous la connaissez. Elle dit bonjour. Alors, l'IOCEL n'est pas issu du carbone. C'est une petite remarque en passant. Bravo Marion. Le plus gros sujet, les matières dans la chaîne de valeur. Et joli travail. Bonjour Rim. Et bien sûr Natacha pour son très bon guide. Voilà, c'était plus un encouragement pour nous trois. Oui, lyocell, c'est du bois, hein, donc ouais. Mais c'est vrai qu'on fait souvent cette mauvaise. Enfin, il y a des idées reçues aussi par rapport voilà, aux fibres artificielles, donc ouais. Voilà. Ensuite, on a Hortense qui nous a mis un message. Bonjour, quel livre conseillez-vous pour se former techniquement sur le textile éco-responsable, matière, fabrication, teinture, économie circulaire? Quels sont donc vos livres références, à part le guide de la mode éco-responsable? Je suis en reconversion professionnelle. Merci à vous trois pour vos travaux, vos engagements et vos partages. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Sur les livres références, ça dépend. Les matières sur le textile éco-responsable. Alors, je connais pas de livre spécifique là-dessus. Je crois qu'il y en a pas encore, non? Par contre, il y a pas mal de rapports sur Internet, sur les textiles éco-responsables. Je peux peut-être retrouver, parce que j'avais mis dans un article sur le blog un rapport. Et la première partie de la question, j'ai plus... Quel livre conseillez-vous pour se former techniquement? Après, il y a, à la limite, elle peut aller voir Greenie Bird Dress qui parle des nouveaux textiles innovants. Peut-être que ça pourrait être intéressant, je ne sais pas. Elle fait des fiches produits. Il y a la fondation MacArthur hein, qui publie pas mal de choses sur, notamment sur les matières aussi, sur le futur de la mode, mais c'est vraiment il y a aussi des informations vraiment sur les matières. Il y a Greenpeace sur la campagne détox, mais c'est pas extrêmement technique. Hein. Et puis, je dirais l'ADEME, la base impact de l'ADEME. Il y a des études aussi sur, je dirais sur REACH, toutes les certifications. Mais voilà, j'ai pas en tête vraiment d'ouvrage là-dessus. Moi, je dirais, enfin, c'est vrai que l'ADEME, ça reste super sur la partie environnementale. Maintenant, c'est très complexe. Je suis pas sûre que, enfin, ça dépend en fait aussi du niveau d'Hortense, je pense. Ce que tu peux faire, Hortense, si ça t'intéresse, c'est regarder. Nous, on a publié notre guide méthodologique. Donc, en gros, c'est 12 pages qui permettent de comprendre comment on évalue les marques. Et du coup, on dit en fait quelles sont toutes nos sources. Toutes nos sources, donc il y a notamment l'ADEME, il y a énormément de rapports qu'on a lus, il y a des rapports en français, des rapports en anglais, etc. Donc déjà ça peut te donner une bonne base technique, puisque c'est ça qui nous permet de construire notre méthodologie. Après, il y a plein de... en fait, en regardant sur l'ADEME, par exemple, il y a plein d'études qui ont été faites, il y a Cantis, mais ça dépend un peu de comment est-ce que... J'ai l'impression que c'est une question assez vaste, en fait. C'est trop vaste pour pouvoir te dire exactement comment apprendre sur les textiles. Ouais, matière, fabrication, teinture, économie circulaire. Je pense que c'est plus faire des recherches sur tout ça séparément. Parce qu'il n'y a pas encore tellement de... Mais je vais mettre le guide méthodologique mettre en commentaire, parfait. Super. Je vais en commentaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de marques qui l'utilisent justement pour pouvoir... il y a plein de marques qui utilisent notre méthodologie déjà pour s'informer en fait et pour savoir comment produire de manière responsable. Donc, je le mets. Super. Et pour finir, on a une question de Charlotte. Quel est votre business model? Du coup, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Est-ce que les marques payent pour certains services pour être référencés? Du coup, tu nous as répondu. Donc voilà, elles ne payent pas pour être référencées, mais elles payent pour avoir accès aux screenshots, c'est ça Pour pouvoir utiliser les notes. Ouais. Les notes. Communiquer sur leur référencement. Si elles veulent utiliser nos notes, il faut payer. Voilà. Donc, super. Bon, c'est super les filles. On arrive, je crois, à la fin. On a eu un bon épisode là, assez riche.
avec tout ce que vous faites chacune. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous avez réuni comme informations, toutes ces informations qu'on n'a pas besoin de chercher par nous-mêmes. Donc, c'est super, vraiment. Donc, j'espère que chacun pourra découvrir plus en profondeur l'application Clear Fashion et le blog Happy New Green, et qui est mis à jour régulièrement, du coup, avec des nouvelles marques, des nouvelles informations. Et du coup, les filles, je vais vous dire, je vous propose qu'on se quitte très bientôt. Juste pour finir, n'hésitez pas, si vous avez encore envie de découvrir le guide de la mode éco-responsable, il est toujours disponible sur le site modeécoresponsable.com pour découvrir les librairies, place des libraires et sur Fnac. Privilégiez les libraires de vos quartiers, c'est toujours mieux. Et voilà, merci encore à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivront par la suite. N'hésitez pas à partager encore ce live parce que ça permettra de sensibiliser un maximum de personnes pour découvrir ces initiatives et du coup être toujours plus nombreux à être acteurs de notre consommation pour faire changer l'industrie, parce que comme le disait Rim, c'est parce qu'on incite les marques à changer qu'elles vont aussi le faire, parce qu'elles vont se dire que c'est aussi une question de survie. Il y a une des grandes chaînes de magasins qui nous a dit ça, le responsable RSE, qu'aujourd'hui c'est une question de survie. Donc, si vous vous impliquez toujours plus, on va pouvoir vraiment faire changer ensemble cette industrie. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce talk show. C'est vraiment pour vous donner un maximum d'informations pour qu'on puisse agir ensemble. Voilà. Merci encore à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Très bonne soirée.